Bonjour et bienvenue sur le podcast Un si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Quand j'ai commencé à vulgariser, il y a 13 ans de ça, j'allais à plein de soirées de réseautage pour rencontrer des gens qui avaient les mêmes envies que moi. Et c'était toujours la même rengaine. On ne peut pas vivre de ce métier, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de modèle économique, etc. Ok, d'accord, moi je faisais ça pour le plaisir de toute façon. Mais les choses ont changé. La vulgarisation sur les réseaux sociaux, c'est devenu un vrai créneau au point où aujourd'hui, il y a bien un modèle économique et on est de plus en plus nombreuses et nombreuses à pouvoir en vivre et parfois même au point de monter des entreprises et des équipes. Mais vivre de ces activités sur les réseaux sociaux quand on fait du lifestyle ou de la vulgarisation, c'est un peu différent. D'où l'intérêt de ce podcast. Alors pour vous familiariser avec la chose, sachez que ce modèle économique tourne autour de la publicité. Il y a les publicités que vous voyez sur YouTube qui sont générées par la plateforme elle-même. On n'a pas énormément de contrôle là-dessus. C'est souvent pas une grande source de revenus pour la plupart des gens, alors on parlera pas de ça. Par contre, ce qui devient majeur, c'est les pubs que certains d'entre nous faisons dans les vidéos, ce qu'on appelle couramment les vidéos sponsorisées, les vidéos dédiées, les intégrations, etc. Ça correspond à un petit segment dans la vidéo où on promeut quelque chose, ou encore à une vidéo au complet qui est réalisée en collaboration avec une marque. Ce modèle est imparfait et facilement critiquable, même par toutes celles et ceux qui participent à ce modèle. Mais aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à ce qui pourrait être mieux, on ne fait pas non plus une réflexion philosophique de ce que ça devrait être, on parle surtout de comment ça fonctionne aujourd'hui. Alors évidemment, ce modèle économique n'est pas accessible à tous et à toutes, parce qu'il faut d'abord avoir un réseau d'influence, excusez le terme, assez grand. Mais je pense que savoir comment ça fonctionne est intéressant tout de même si on n'est pas soi-même concerné, ou en tout cas pas encore concerné. Et puis de toute façon, on est encore au tout début de ce monde. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas, ce monde-là. Et peut-être qu'il n'y a pas encore de modèle économique autour de ce que vous faites vous, mais que ça viendra un jour, qui sait. Pour parler de ça, j'ai fait appel à mon agente, celle qui s'occupe des contrats pour moi. Elle s'appelle Nawel Stouli et elle a fondé l'agence Loopin qui regroupe maintenant plusieurs agents et agentes qui s'occupent de plein de vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques des réseaux sociaux francophones. Ils ont aussi d'autres personnes qui ne sont pas des vulgarisateurs et des vulgarisatrices, mais moi c'est ça qui m'intéresse. C'est donc elle qui s'occupe de la négociation des contrats et peut-être que vous avez vu la série télé 10% qui a été diffusée il y a quelques années. Ça romance la vie des agents, d'acteurs et d'actrices de cinéma dans cette série-là en tout cas. Et bien Nawel fait sensiblement la même chose, mais pour nous qui évoluons sur les réseaux sociaux. On va parler de beaucoup de choses dans ce podcast, on va parler de son métier, on va parler du monde de l'influence et de sa régulation, des difficultés à repérer quelles entreprises font du greenwashing, de la responsabilité des créateurs et des créatrices dans ce qu'ils promeuvent, du fait que représenter des vulgarisateurs et des vulgarisatrices, c'est un peu différent, de comment ne pas devenir un panneau publicitaire et de comment on devient agent. Si vous ne connaissez pas ce monde-là, eh bien écoutez, je la laisse expliquer sa vision des choses, puisqu'elle le dit en si bon terme. À quel point est-ce que ta vie ressemble à la série télé 10% ? Elle ressemble beaucoup à la série 10%, avec peut-être un peu plus de mesure, parce qu'on reste dans un métier. En tout cas, les gens que je représente sont moins exposés que des grands acteurs de cinéma. C'est pas non plus les mêmes revenus, mais il y a beaucoup de parts de vrai. Et je cite souvent cette série en exemple parce que ça permet de faire comprendre très rapidement le métier qu'on fait. Maintenant, 10%, c'est une fiction, c'est scénarisé, voilà, et c'est une grosse équipe. Moi, dans l'agence, on a une équipe qui est plus petite. Et surtout, on a beaucoup pensé Loopin en utilisant le numérique pour nous aider dans notre travail. Et ça, dans 10%, on le voit moins. C'est-à-dire que nous, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. On a mis en place beaucoup de process pour faire gagner du temps sur toutes les parties où le cerveau d'un agent n'est pas trop utile. Mais dans la série 10%, c'est parce qu'ils ont beaucoup de secrétaires et on voit beaucoup de piles de papier. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ça chez toi. Le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as dit ça, c'est le nombre de juristes et d'assistants et voilà, j'avoue, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens et en plus, pour moi, c'est pas forcément pertinent de rajouter des couches humaines sur des choses pas très intéressantes. Je préfère utiliser la ressource humaine sur des choses où on va apporter vraiment quelque chose, quoi. Bah après, pour l'affaire juridique, c'est peut-être que les problèmes sont pas encore... Vu qu'on n'est pas dans les mêmes échelles que pour le cinéma aussi, il y a pas les mêmes montants, hein. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes... ça reste pas le même métier. Nous, on a aussi des enjeux juridiques, mais
pour le coup, c'est des choses qui sont un peu plus cadrées et récurrentes. Donc, on a un contrat type chez nous, qui est notre base de négociation, qu'on essaie un maximum d'imposer aux gens avec qui on collabore. Maintenant, parfois, les gens ont aussi leur propre contrat et c'est de réussir à trouver un terrain d'entente. Mais ça ne sera jamais, je pense, un contrat en cinéma, ça va être, je pense, plusieurs dizaines de pages. Là où moi, les rares fois où j'ai eu des contrats qui dépassaient les 5-6 pages, généralement, je ne le signe pas parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le nôtre tient sur une page, donc je ne comprendrais pas qu'on m'envoie un contrat de 20 pages ou 30 pages. Ouais, c'est pas pareil. On n'arrête pas de parler de contrat, qui Ouais. est beaucoup le cœur de ton travail. Est-ce que tu peux juste dire c'est quoi en fait le métier d'agente? Ça consiste en quoi? C'est vrai que le métier quand je pense encore à la série 10%, il y a beaucoup de glamour et de relationnel, alors ce qui est une grosse partie de notre travail. Mais par exemple, j'ai eu des stagiaires de 3e qui voulaient venir en stage avec nous. Sur le principe, je suis pas contre, mais je leur dis, tu sais qu'en vrai, le quotidien d'un agent, c'est d'envoyer des emails, de passer du temps au téléphone et de gérer des contrats. Donc, je me souviens plus de ta question, mais j'ai fait une belle digression. Mais... Non, mais je te demandais ça veut dire quoi le métier d'agent. Donc, Ouais. je pense que tu viens. Alors, le métier d'agent, moi, je dis toujours aujourd'hui, on fait 3 choses. Concrètement, le métier d'agent, de créateur et créatrice de contenu, le premier, c'est de gérer les demandes entrantes des partenaires, des marques et des institutionnels qui veulent travailler avec vous. Donc, c'est de comprendre leurs demandes, comprendre comment on va adapter leurs demandes à votre ligne éditoriale, formuler des propositions financières et le cadre juridique de tout ça. Donc, ça va être beaucoup d'échanges et de négociations donc, avec ses partenaires. Et une fois que tout le monde est d'accord, le créateur, le partenaire, là, il y a un contrat. Et une fois qu'il y a le contrat, le créateur ou la créatrice va commencer à travailler. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est aussi d'aller vous chercher des partenaires, soit sur des projets précis où vous avez besoin de financement, soit parce que vous avez des envies de travailler avec des marques, plutôt que celles qui vous contactent, parce que parfois, votre flux entrant, il ne vous plaît pas et ce n'est pas forcément le meilleur. Donc, on va aussi aller démarcher les gens pour essayer de faire des OP qui soient plus intéressantes pour tout le monde. Et le troisième point sur lequel on vous accompagne, c'est, j'ai envie de dire, penser la carrière à 360, mais penser aussi votre entreprise à 360. Donc, c'est vous accompagner sur la structuration de votre entreprise, vous accompagner sur la structuration de vos réseaux, sur est-ce que je vais sur de nouvelles plateformes, et si je vais sur des nouvelles plateformes, comment j'y vais. C'est si je veux me diversifier mes revenus, c'est transmettre les bonnes pratiques sur chacune des plateformes. Et moi, je dis souvent, on essaie aujourd'hui d'avoir une communauté entre nous où tout le monde met son savoir sur la table et nous, les agents, on fait circuler les bonnes pratiques et les bonnes informations pour que tout le monde en sorte gagnant. Donc, et c'est aussi de vous sortir parfois d'une solitude et d'un isolement qui est assez fréquent puisque quand on est vidéaste, on va produire assez seul. Et donc là, c'est vous mettre déjà en relation avec un humain, donc un agent qui est aussi là pour vos doutes, vos questionnements, pour brainstormer, pour échanger, pour se poser des questions. Pour aller. Oui, pour aller. Et pour moi, ça fait partie du job. Il y a des frontières, je pense, à ne pas dépasser. Même s'il y a toujours les règles et la pratique. Et puis, il y a aussi des rencontres humaines. Il y a des gens avec qui il va y avoir plus ou moins d'affinité. Mais oui, pour moi, ça fait partie de notre travail, de parfois être juste là pour parler, de répondre aux interrogations, aux peurs, d'accompagner aussi quand vous vivez des moments difficiles dans la carrière, de tremblements de terre sur Twitter, de chiffres de bad buzz, de chiffres qui vont pas bien, d'audience qui diminue, de harcèlement, d'insultes, d'autres violences aussi. Vous faites des métiers qui sont créatifs et votre vie privée, elle a nécessairement un impact. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment différent des autres professions. Je pense que tout être humain, sa vie privée a un impact sur son travail. Mais chez les créateurs et les créatrices, quand il y a une rupture, ça chamboule tout parce qu'il y a un déménagement, parce qu'ils ne peuvent plus produire. Et donc tout ça est vraiment entremêlé parce que aussi souvent tout est un peu mélangé. Ce qui va peut-être être moins... Moi je dis souvent, si j'avais dû arrêter de travailler à chacune de mes ruptures, je ne sais pas où est-ce que j'en serais, mais ça a plus d'impact forcément. Alors la rupture, mais aussi votre vie personnelle a plus d'impact parce que ça va dépendre des profils à chaque fois. C'est dur de tirer Ce que j'apprends aussi, c'est que c'est quand même dur de tirer des généralités parce que ça reste un métier qu'il y a un humain. Et selon le caractère, la personnalité, le vécu de chacun, ça va pas être la même chose. Donc tout mon travail est d'essayer de trouver des règles et des cadres qu'on puisse déployer sur plusieurs personnes. Mais je pense que quand on est créatif, parfois, ce qui se passe autour a un impact plus ou moins positif sur notre création et notre capacité à produire. Et je peux comprendre qu'un influenceur qui vient de sortir
d'une rupture ou d'un conflit ou de quoi que ce soit dans sa vie n'ait pas envie d'aller faire des stories Instagram en disant hey, regardez ce truc, c'est trop bien, alors qu'il vient de vivre un drame dans sa vie personnelle. Là où quand tu es un salarié ou employé, ou dans d'autres métiers, bon, tu vas faire ton travail, mais tu n'as pas besoin de faire semblant d'être en joie et de semblant que tout va bien. Même si je pense pas qu'il faille faire semblant, mais je pense que quand on est créateur ou créatrice et qu'on partage son quotidien, entre guillemets, son quotidien sur les réseaux sociaux, même si on ne montre pas tout, parce que moi je travaille plutôt avec des gens qui ne montrent vraiment pas tout, et qu'il ne faut pas tout le temps montrer quand tout va bien, mais je conçois qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager, et donc tu ne peux pas expliquer à ta communauté ce que tu es toi en train de vivre, et donc ça va avoir un impact sur ton travail. Tu as employé 2 termes. Tu as employé le terme créateur-créatrice et le terme influenceur. Ouais, moi j'avoue, je préfère créateur et créatrice, parce que le terme influenceur a été galvaudé. En même temps, aujourd'hui, c'est le vocabulaire qui est le plus courant, qui est le plus compréhensible de tous. J'aime bien faire attention aux mots que je choisis, et parfois c'est fatigant. C'est le terme le plus courant et le plus employé. Pour moi, c'est réducteur, parce que le terme influenceur. Parce que c'est pas uniquement ce que vous faites. Maintenant, il y a une influence. Mais je pense beaucoup à ça en ce moment, parce que déjà, il y a un débat à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui est en train de passer, etc. Donc, les mots vont se structurer, vont avoir une valeur juridique, etc. Mais je me disais, en fait, est-ce que vous n'êtes pas juste des leaders d'opinion ? Et pourquoi on n'a pas utilisé le mot leader d'opinion ? Peut-être parce que ce mot leader d'opinion, il était attaché à des gens qui n'ont pas voulu partager ce mot, aux journalistes, aux politiques. Et comme c'était un peu la nouvelle génération, peut-être il y a eu une petite lutte de boomers, faut qu'on leur trouve un nouveau mot. Donc on a trouvé ce mot influenceur, et puis il y a eu pas mal de dérives. Et pour moi, quand un secteur arrive et est nouveau, il y a toujours des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Il y a plein de bonnes choses avec les influenceurs et les influenceuses. Quoi, par exemple ? C'est quoi les bonnes choses des influenceurs et des influenceuses ? Pour moi, ils transmettent des choses, ils nous apprennent des choses, ils nous divertissent aussi. Et je pense que le divertissement a un vrai pouvoir pour changer les choses et pour changer le monde. Moi, je dis souvent, les réseaux sociaux vont changer le monde. Changent le monde, en fait, c'est même pas un futur, c'est un présent. La question, c'est dans quel sens ? Donc, ils ont un impact sur nos cerveaux, et j'aime accompagner des gens qui ont un impact positif sur mon cerveau. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas me dévaloriser, indirectement, hein. C'est-à-dire, il y a peu de créateurs qui vont te dévaloriser de manière automatique, mais quand je vais les voir, en fait, ça va provoquer de l'angoisse, ça va provoquer de la dévalorisation, une sensation de perte de temps, une sensation de pas d'apprendre. Mais pour moi, comme tout média, en fait, il y a des médias qui ont leur spécificité, et il y en a qui sont, pour moi, plus positifs que d'autres. Même dans le divertissement, je pense qu'il y a une différence entre différents types de divertissement. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je vais repasser à des choses très pratico-pratiques parce que moi, je sais comment ça se passe. Un deal, en général, tu as employé le mot de OP. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les différentes OP, comment ça se passe, vraiment du pratico-pratique ? Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais parler de partenariat, d'OP commercial, de deal aussi, parfois. Alors, pratico-pratique, c'est une marque qui vient avec un besoin de communication ou des objectifs alors, soit elle arrive avec déjà une idée de ce qu'elle veut, précisément, un cadre, soit elle dit juste, j'ai vu tel créateur, moi j'ai envie de parler de politique monétaire, comment on peut faire entrer tout ça. Et donc, on va, nous, en tant qu'agent, déterminer, bien comprendre sa demande, sa cible aussi, à qui elle va s'adresser, pour voir si ça fit avec l'audience du profil qu'on représente. Et ensuite, avec la créatrice ou le créateur, on va réfléchir éditorialement à comment on va prendre la parole sur ce sujet-là dans le cadre de sa ligne éditoriale. Donc déjà, c'est quelle plateforme ? Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube. Et après, sur chaque plateforme, il y a une spécificité de format. Donc sur YouTube, on va aller sur des vidéos dédiées ou sur des intégrations d'1 à 2 minutes. Donc une vidéo dédiée, c'est une vidéo qui est co-créée avec la marque, où la marque va relire le script avec le créateur et la créatrice. Là, ils ont un droit sur le fond, c'est-à-dire que s'il y a des erreurs scientifiques, des erreurs sur le fond, elle a le droit d'intervenir, moins sur la forme, puisque le but, c'est de laisser le profil utiliser son vocabulaire. Et il y a les intégrations sur YouTube, qui sont des intégrations qu'on voit beaucoup passer sur les chaînes, en début, milieu, fin de vidéo, qui durent 1 à 2 minutes. C'est les intégrations NordVPN et Rhinoshield que tout le monde connaît, et qui sont là plus indépendantes de la ligne éditoriale, et qui vont vivre par elle-même. Et là, la marque décide d'un brief très précis sur ce que le créateur va dire pendant ce temps-là.
Voilà, et après sur Instagram, c'est les stories, les posts Instagram, les réels, et sur TikTok, c'est des contenus dédiés à la marque. J'ajouterais sur les vidéos dédiées qu'en effet, moi, ça m'est jamais arrivé, dans les quelques vidéos dédiées que j'ai faites, d'avoir les partenaires qui corrigeaient le texte. C'est-à-dire qu'éventuellement, une erreur scientifique, mais ça, je suis heureusement qu'ils le font, parce que c'est pour ça qu'on travaille avec eux aussi en général. Mais jamais j'ai eu une relecture. Donc, il y a eu aussi un apprentissage de la part des marques ou des entreprises, je ne sais pas comment les appeler, de savoir comment travailler avec nous. Et donc, toi, tu fais tout ce travail en amont d'éducation. On met le cadre. Ça m'arrive encore ça nous est arrivé, je ne sais plus, il y a quelques mois où j'ai remis un cadre, on a remis en haut, en gros, en rouge, vous ne modifiez pas le texte, vous devez laisser que des commentaires. Et souvent, ça nous arrive avec des marques qui travaillent pour la première fois et qui ne se rendent pas compte de la violence et de l'absurdité aussi parfois de faire ça, en fait, parce que de remplacer bleu par marine, ça n'a pas trop d'intérêt, en fait. Donc, c'est vraiment, ils sont là que pour corriger le fond et qu'on ne dise pas d'erreur, et après, ils laissent... Mais voilà, ça demande de... Et ça, pour le coup, c'est vraiment, j'estime, notre travail d'éviter que ça arrive jusqu'à vous. C'est-à-dire que nous, souvent, c'est des allers-retours avant et de bien leur expliquer ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire. Et c'est pas parce qu'ils payent qu'ils ont tous les droits. Et justement, donc il y a forcément une question d'éthique, de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Comment est-ce que ça c'est défini ? Parce que j'imagine, moi je sais comment c'est défini chez moi, mais ça doit changer en fonction des personnes. Ouais, c'est ce qui est compliqué aussi en tant qu'agent, c'est que finalement, je maîtrise pas tout. C'est-à-dire que moi, les profils qu'on va sélectionner, ils sont sensibilisés au fait que nous avons une éthique. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'on est plutôt raccord sur ces éthiques-là. Après, chacun a son curseur. Chacun a des niveaux de tolérance. Certains vont pas du tout vouloir travailler avec des VPN, mais acceptent de travailler avec de la fast fashion, tu vois. D'autres sont anti-fast fashion, et un VPN, ça va pas poser de problème. Moi, j'ai une éthique générale sur ma boîte parce que comme on prend un pourcentage de vos revenus, finalement, je gagne aussi de l'argent. Donc, il y a 2-3 trucs qu'on a définis comme étant des règles basiques de si tu viens avec nous, tu sais que tu ne feras jamais ça, du type dropshipping, du type appel à la surconsommation et grosse fast fashion. Voilà, globalement, c'est ce que je dis. Je dis voilà, c'est 3 points sur lesquels moi, je ne céderai pas. Après, chaque créateur, on définit sa zone et on va s'adapter avec le profil. Et puis surtout, c'est un vrai enjeu, j'estime pour nous en 2023, de ne pas devenir une machine à greenwashing. On est très sollicité pour ça. Et je suis très modeste là-dessus parce que je pense qu'on fera des erreurs. Et c'est très dur de juger les choses. On gère... Nous, en un an, on fait 500 partenariats. Donc, c'est beaucoup. Donc, tu as forcément un volume d'informations qui va vite, il faut aller vite, parce que c'est l'une des règles aussi pour que les choses se fassent. Mais donc, c'est comment tu gardes ta vigilance, ton expertise, sans faire d'erreur. Et qu'est-ce que tu acceptes de faire et pas faire ? Parce que parfois, ils viennent nous voir avec un sujet qui est super, puis à côté, ils font un peu d'autres choses qui sont bien moins super. Et en même temps, je pense que le changement, il passe par ça, par chacun fait ses pas à son rythme. Donc, comment tu évalues si c'est du greenwashing ou pas ? Parce que ça a été plusieurs fois le problème pour nous. On était contactés par des marques. Puis on se disait, mais est-ce que c'est du greenwashing ? On veut pas généralement, ça, quoi. Déjà, c'est en parler entre nous avec le créateur. Souvent, on passe des coups de fil autour de nous. Moi, j'ai quelqu'un autour de moi qui est très expert sur ces sujets, avec qui je pose souvent des questions. C'est aller voir les financements aussi. C'est qui finance et finance quoi et pourquoi. Et après, chacun va avoir son niveau de tolérance. C'est-à-dire que j'ai des profils, par exemple, sur le nucléaire. Je trouve que c'est un exemple très fort. Le nucléaire fait énormément de débat. Et, certains, pour eux, le nucléaire, c'est le pire. Pour d'autres, c'est la solution à tous nos problèmes. Et il y a vraiment, c'est très clivant. Donc là, ça va être vraiment du cas par cas. Je sais que certains créateurs sont très enclins à parler du nucléaire et d'autres non. Donc on va au cas par cas voir comment on traite les sujets. Mais tu t'attends à ce qu'un jour découvrir qu'une des compagnies avec qui tu travailles finalement en fait c'était pas clean ? Oui, tu vois, on en a beaucoup parlé ensemble sur comment je pourrais automatiser ce process, comment tu peux fake-checker tout ça. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. Donc, il y a des gens qui... Donc, la solution, c'est bien former tes équipes, parler et accepter d'avance qu'on va se tromper.
il y a des moments où tu es obligé de croire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le temps. Sur les labels, tu sais, les labels, quand ils font des audits, ils demandent les factures des fournisseurs et ils remontent la traçabilité. Mais moi, si je fais ça pour chaque marque, t'en as pour des années, en fait, tu vois. Donc, c'est s'appuyer sur les labels existants, tu vois, aussi, je pense, s'appuyer sur ces ressources-là. Et après, si tu veux, moi, c'est pas tant ça, mon problème. Parce que en vrai, je me dis, oui, peut-être qu'un jour on va se faire. Il y a plusieurs fois où on est passé pas loin, on y allait et en recreusant, je me suis dit, ok, il faut pas y aller. Mais finalement, ces marques-là, tu les détectes assez vite parce que c'est grossier, c'est mal fait. On est suffisamment éduqué. Ma problématique, ça va être plus être sur des grosses boîtes, type dans le pétrolier, dans les banques. Qu'est-ce que tu fais de ces acteurs-là qui ont du poids, qui ont de l'argent, qui ont une place hyper importante dans nos sociétés et qui viennent me voir en disant bah voilà, nous on est en mouvement, on fait ça, on fait ci, on veut changer. Tu peux pas jauger de à quel point c'est sincère, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, le mec en face de moi, à chaque fois je le crois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il vient avec ses preuves à lui. Donc je vais aller me renseigner avec d'autres associations, tu vois, j'ai un panel de gens à qui je peux passer des coups de fil et se poser la question et j'essaye de venir auprès du créateur en disant voilà, le risque, ce qu'il m'a dit, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et puis souvent, c'est ni vrai ni faux en fait. C'est vrai que s'ils sont en train de bouger. Mais c'est aussi faux que là-bas, à gauche, ils n'ont pas bougé du tout. Et en même temps, ce sont des acteurs hyper importants de nos écosystèmes de vie en fait. Les banques, faire sans eux aujourd'hui, est-ce que tu peux te passer que les banques changent en fait? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a le temps du compromis? Parce qu'en fait, on passe notre temps à faire des compromis, même à l'échelle individuelle, tu vois. Tu fais des compromis sur le nombre d'avions que tu vas prendre, tu vas arrêter de manger de la viande, mais tu vas... Voilà, ce n'est que des compromis sur ces questions-là. Et puis je reste convaincue qu'on a moins de responsabilités individuelles que collectives, mais ça c'est un autre sujet. Mais je trouve que les banques, c'est un très bon exemple. Tu vois. J'avais eu ce questionnement aussi, c'était avant qu'on travaille ensemble. J'avais eu Air Liquide. Ouais. Et Air Liquide, il voulait que je fasse une vidéo sur l'hydrogène. Puis quand je leur avais parlé aux équipes, c'était clair, j'avais aucun doute sur le fait qu'ils étaient dans la bonne direction parce qu'à chaque fois ils me disaient non, alors l'hydrogène vraiment pas pour ça, parce que là ça marchera pas, ça a aucun sens, là il y a trop de déperdition, là par contre c'est intéressant parce que si tu penses la chose comme ça, et donc ils étaient vraiment, les gens à qui j'ai parlé, je suis absolument certaine qu'ils étaient vraiment dans cette mouvance là, mais c'est pas eux qui décident toute la direction de ce que l'entreprise va devenir, va faire, etc. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de jauger l'individu qui te parle, mais pas que l'individu qui te parle, mais aussi sa capacité qui est au-dessus, Et bah, tu vois, j'ai eu cette conversation très ouverte avec une des plus grosses banques du monde, où c'était une femme en l'occurrence, et elle me disait, nous on est en mouvement, elle m'a dit, on n'a attendu personne, dans le corps de leur business, ils changent tout, tu vois. Elle m'a dit, on est en mouvement, on a tout changé, que ce soit dans l'éco-responsabilité de leur bureau que dans leurs produits. Et donc, elle était un peu agacée qu'on les accuse tout le temps de ça, tu vois. Et en même temps, c'est son job, tu vois, de défendre son truc. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit, de toute façon, nous, on est en mouvement, on est les plus gros, si nous, on bouge pas, c'est foutu pour tout le monde. Et c'est vrai, elle a raison. C'est-à-dire que si ces gens-là, ils bougent pas, est-ce que nous, de l'extérieur, on est capable de créer un contre-projet? Je ne sais pas. C'est fort possible parce qu'il y a aujourd'hui plein de projets de banques, notamment, qui sortent, tu vois, avec qui on va commencer à travailler. Donc je me dis, OK, peut-être que le contre-pouvoir ira plus vite que le pouvoir qui est là. Là aussi, c'est très clivant comme sujet. Mais elle m'a dit un autre truc. Elle m'a dit, tu sais, on a lancé un plan d'épargne, de développement durable pour l'ensemble de nos clients. Parce que tout le monde nous le demandait. Et c'était une vraie demande de leurs clients. Donc ils ils ont créé ce truc, ils étaient hyper fiers. Elle m'a dit, mais on ne le vend pas. Parce que les gens, ils disent « Ouais, il nous faut un truc, les plans d'épargne de développement durable ». Quand ils arrivent chez le banquier et qu'on leur dit qu'en fait, ça va rapporter 2 fois moins que tel et tel placement, ils ne mettent pas leur argent dessus. Donc, elle me dit, il y a ça aussi, il y a la réalité du discours des Français. Oui, on veut, il faut que ça change, mais par contre, quand ça parle de ton argent et sur quoi tu vas le placer, il n'y a plus personne. Donc, c'était intéressant aussi, tu vois. Elle m'a aussi mis ça face à moi. Elle m'a dit, vous avez des grands discours, maintenant. Bon, après, il y a plein de choses qu'on arrive à faire changer à notre échelle individuelle et même nous, dans notre quotidien. Il y a plein de choses qu'on soutient et plein d'initiatives qu'on soutient où on leur donne de la visibilité, où on leur donne la force de l'influence pour qu'ils grossissent et qu'ils grossissent plus vite. Et j'ai aucun doute du pouvoir des réseaux sociaux sur plein de choses. Est-ce que tu penses que si on se plante et qu'on met en avant une entreprise, une marque, peu importe, qui en fait fait des choses pas terribles, est-ce qu'on devrait être tenu responsable, nous,
de l'avoir mis en avant? Je trouve qu'on est très dur avec vous. Mais parce que vous êtes assimilés à tout un tas d'influenceurs qui font effectivement n'importe quoi et peut-être d'agents qui ont effectivement fait n'importe quoi. Mais tu as un gros mouvement sur ça. Moi, je traîne un peu des pieds sur la quantité de choses qu'on vous met sur le dos. C'est parce que tu travailles avec une gamme très spécifique de Ouais, créateurs aussi. Hein. bien sûr. Parce que Donc, si tu travaillais, parce qu'il y a eu, je sais pas si c'était aux États-Unis, mais des gens qui avaient promu un truc de crypto dégueulasse, et puis il Ouais. y avait plein de gens qui avaient perdu tout leur argent là-dedans. Là, la responsabilité de l'individu, elle est très forte. Mm. Mais la responsabilité de la marque, elle est très forte aussi, non? Parce que c'est eux qui ont monté le truc. Et il y a aujourd'hui, en France, il y a une certification en tant que créateur que tu peux passer. Quoi, une certification? Ouais, une certification comme quoi tu es un influenceur responsable qui est payante. C'est qui donne ça? C'est l'ARPP, donc l'Agence de régulation de la publicité. Je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'en fait, rappeler quelques lois, en soi, sur le principe, j'ai pas trop de problème. J'ai un peu de problème sur le fait que c'est payant, mais moi, mon problème, c'est à quel moment on va me labelliser les marques. Parce que moi, des choses absurdes, surréalistes, irrespectueuses, mensongères que j'ai reçues de marques qui nous font des propositions qui sont scandaleuses, qui vous demandent de travailler pour 150 €, c'est tous les jours. Donc, c'est juste une question aussi de pouvoir, mais c'est tout mon leitmotiv aujourd'hui de dire je veux redonner le pouvoir aux bons créateurs et créatrices. Donc, oui, qu'on nous mettait des labels, hein, et j'ai pas de problème, mais je veux aussi que les marques elles aient des labels sur elles ont formé leurs équipes, elles rémunèrent au prix que ça vaut et elles rémunèrent pas qu'en shampoing. Parce que tu peux pas payer ton loyer en shampoing. Ah non? J'ai jamais essayé, Non, à vrai dire. Comment est-ce que est-ce que c'est différent déjà de gérer des gens qui font de la vulgarisation comme moi ou comme Manon qui est avec toi aussi, que de gérer d'autres gens qui sont plus proches de l'influence traditionnelle? Alors, oui et non. Ouais. C'est différent pour moi parce que ça me fait du bien, parce que c'est du contenu que je consomme et que je consommais déjà avant. Donc, c'est différent pour mon épanouissement personnel, si je dois juste parler de moi. Donc ça, c'est un point essentiel. Après, c'est pas différent parce que ça reste les mêmes espaces qu'on va vendre, une story, un TikTok, voilà. Il y a les mêmes règles sur le marché, vous devez dire que c'est un partenariat. Il y a... c'est la même pratique, tu vois, etc. Là où ça va être différent, il y a deux choses. Il y a sur les clients avec qui vous travaillez. Forcément, vous ne vous adressez pas au même marché que quelqu'un qui fait du lifestyle. Donc, on va travailler beaucoup plus avec les institutionnels, beaucoup plus avec tous les organismes publics, les ministères, etc. Donc, je pense que ça va différencier dans avec qui on travaille, comment on travaille aussi, parce que je pense que vous n'avez quand même pas la même approche, tu vois. Ça vous demande plus de boulot, c'est souvent ce que vous devez faire. Non pas que les gens du lifestyle travaillent moins, ils travaillent plus, mais c'est pas la même quantité de travail sur chaque sujet, donc ils vont pouvoir faire plus d'OP aussi, je pense. Et je pense qu'il y a une différence du coup aussi de valorisation et de prix, où j'estime que ce travail-là, il faut le valoriser et donc le vendre un peu plus cher à la vue, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est différent pour ça aussi. Et il y a une différence qui est fondamentale, et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est le rapport à l'argent qui est vraiment pas le même. C'est-à-dire que dans le secteur de la vulgarisation, etc., même si ça change beaucoup, il y a une culpabilité, une peur de gagner de l'argent, de dire mais est-ce que ça vaut tant? Là où sur ces populations-là que j'ai un peu éprouvées, ils sont là pour gagner de l'argent et c'est pas trop un tabou, quoi. Je sens que le rapport à l'argent est quand même plus compliqué dans ce secteur-là. Parce que je pense que tout le monde se regarde, tout le monde se critique, tout le monde se juge beaucoup. Et c'est bizarre parce que pour moi, c'est l'endroit où vous avez peut-être plus de légitimité à gagner de l'argent. Alors j'ai entendu plein de gens dans le lifestyle dire il y a un moment, tu te retrouves à gagner des sommes qui sont folles pour ta famille, etc. Et tu deviens à dire est-ce que vraiment ça vaut tant alors que je ne fais qu'une story? Oui, mais ta story, elle est suivie par 400 000, 500 000 personnes. C'est un prime sur TMC. Donc oui, ça les vaut. En fait, il y a souvent le marché américain qui va plus vite que le marché français et je pense que les partenariats ont d'abord commencé sur ce secteur-là et quand ils sont arrivés dans le secteur de la vulgarisation, etc., tout le monde a marché sur des yeux. En fait, dès qu'on allie argent et savoir, en France,
Là où je pense que dans d'autres pays, on est plus à l'aise de mélanger l'argent et la culture, l'argent et le savoir. Je pense qu'on part du principe que si tu fais un truc culturel, tu peux pas gagner d'argent, quoi. Ça vaut quelque chose. Il y a un prix sur le marché qu'on fixe, qu'on fait augmenter, qu'on fait évoluer. Et moi, je dis souvent, la seule responsabilité que vous avez, c'est de dépenser cet argent de bonne manière pour vous. C'est-à-dire que là encore, je ne vais pas juger la façon dont vous le faites, mais pour vous enlever cette culpabilité et se dire, OK, tu gagnes des sommes qui sont confortables, qui sont souvent plus importantes que ce que le reste de ton entourage va gagner, fais-en quelque chose de bien. Pour toi, pour les autres, je m'en fous, mais fais-en, juste dépense-le bien, quoi. Donc finalement, tu dirais que toi, tu essayes d'avoir que les contrats soient plus lucratifs, entre guillemets, par contrat, pour la vulgarisation, parce qu'il y a plus de travail derrière? Oui, complètement. Okay. Je pense que tu as un parfait exemple, mais c'est à peu près le cas de tous. Mais forcément, entre faire un haul de vêtements où tu reçois les vêtements, tu les ouvres, tu les regardes, et toi qui vas lire 14 articles scientifiques, tu vas faire relire ta vidéo, où tu as un mois de travail sur une vidéo, comparativement, il y a un moment, c'est pas le même temps de travail, quoi. Non, c'est pas le même temps de travail, mais ça veut pas dire que les marques en face acceptent cette différence de prix-là non plus, quoi. Tout à fait. Donc, parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris avec ce milieu-là, c'est qu'à aucun moment je vends mon train de travail. Ce qu'on vend, c'est le reach. Le reach, donc la capacité à rejoindre des gens pour la marque. Donc, que je travaille en 5 minutes ou que je travaille en 5000 heures, ça ne change absolument rien. Oui et non, parce que en vrai, je le fais peser dans la balance. Tu vois, je le valorise. Toi, c'est à peu près tout le temps le même temps de travail, mais j'ai des créateurs où selon les formats, c'est pas le même temps de travail, et donc selon les formats, j'ai des grilles de prix différentes, parce que je sais que c'est pas le même temps de travail, ou aussi parce qu'ils ont plus de gens à payer sur ces formats-là, tu vois. Mais tu pourras jamais dépasser un certain prix. C'est-à-dire que si tu demandes le double de ce que ça vaut en termes de reach, même si tu le justifies par de la prod, c'est compliqué. Ça marche pas, mais encore une fois, parce que c'est pas le temps, c'est pas la valeur du au travail final, qu'on ce qu'on vend, c'est vos vues. Et c'est très dur à entendre. On se bat beaucoup pour autre chose. Parce que moi, je dis qu'on fait aussi du brand content et qu'on va créer du contenu et que je peux pas me laisser sur je vends que des stats. C'est un gros combat. Parfois, ça fonctionne très bien avec certains partenaires et puis avec d'autres, ça fonctionne pas. Et là aussi, c'est notre métier de savoir qui va jouer le jeu, va pas jouer le jeu. Et je peux aussi très bien comprendre qu'une marque soit là pour vendre ses produits. Enfin, tu vois, il y a un moment, elle aussi, elle n'est pas là pour faire preuve de charité. Elle investit tant, elle veut recouper tant. Après, c'est le recouper tant sur lequel on peut discuter pendant des heures. J'ai certaines marques avec qui on en parle beaucoup parce qu'on est rarement d'accord sur combien ils doivent récupérer sur ce qu'ils ont mis sur la table. Et tout l'enjeu, il va être là, de dire, OK, si la marque, elle a dépensé 5 000, est-ce qu'elle doit récupérer 5 000 ? Est-ce qu'elle doit récupérer 3 000 ? Est-ce qu'elle doit récupérer 1 000 pour que ça marche ? Tu vois, c'est quoi leur métrique de succès derrière ? Ouais. Et ça, c'est une question que toi, tu posais déjà beaucoup, mais il y a peu de créateurs et créatrices. Mais c'est aussi une question que je pose, de dire, OK, mais c'est quoi pour toi que ça a marché, en fait ? Parce que moi, j'ai des marques qui vont me dire à 35 personnes, ça a marché, et puis d'autres, il en faut 100 000, tu vois. Et c'est là que tu vois un peu la folie de ce marché, parfois, où ça reste un nouveau marché, que les choses sont en train de se structurer. Moi, je dis souvent, des fois, c'est un côté un peu souk, tu vois, où tu as des nouveaux acteurs, le prix, je dis, mais attends, mais ma chaîne, il a vendu du temps, l'autre, il a vendu du temps. Enfin, tu vois, c'est OK, mais on va vers une structuration de tout ça. Sur YouTube, c'est très stable, tu vois, il y a déjà quand même beaucoup de référentiels. Sur TikTok, forcément, c'est plus nouveau. Mais c'est normal, on a très peu de recul sur ces choses-là. C'est rare aussi d'avoir... Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience aussi, qu'il y a un travail sur moi, d'entendre qu'en fait, on fait un métier qui est hyper nouveau. C'est-à-dire que oui, il y a 10%. Et oui, il y a toutes ces références d'agents de cinéma, mais en même temps, c'est pas exactement la même chose. Pareil, ouais. Comme tu as quand même beaucoup de vulgarisateurs et vulgarisatrices, est-ce que quelque part on est en concurrence ? Parce que si tu as une marque qui vient et qui dit, moi je veux, qui n'a pas décidé quel était son créateur ou sa créatrice avec qui travailler, comment est-ce que toi tu vas choisir quel créateur c'est ? C'est là où je vais... parce que j'allais répondre oui et non encore, mais là j'allais te dire, c'est là où je vais faire preuve d'objectivité et de subjectivité. Ouais. Je vais essayer en fonction de répondre au mieux à la demande de la marque, de répondre au mieux à la demande du créateur et de la créatrice, donc de trouver les bons matchs. Et ensuite, je vais parfois pousser de manière subjective un ou un autre profil par rapport à un autre, pour plein de raisons.
parce que je sais qu'un tel est saturé, qu'en fait, il est déjà sous l'eau. Si je rajoute un truc, bon, bah, autant faire bosser quelqu'un d'autre. Un autre parce que je trouve qu'il n'a pas beaucoup bossé ces derniers temps et donc j'essaye d'être juste et que tout le monde vive de ce truc-là. Donc, de dire, OK, lui, il n'a pas beaucoup bossé, viens, on le pousse en priorité parce qu'en plus, il y a un bon fit et qu'en termes de timing, ça fonctionne bien. Ou parce que je sais que le client est très attaché à certains trucs et je sais que je vais mieux transformer et donc satisfaire la demande de client avec tel profil. Alors que j'en ai d'autres, je sais qu'ils vont moins bien transformer, même si d'apparence, ça fit mieux. Et là, c'est là où notre expertise pour la marque est intéressante. Et pour vous aussi, où on vous évite de vous mettre sur des choses qui ne vous intéressent pas. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Parce que tu l'as dit, c'est un métier qui est très nouveau. Est-ce que là, ne serait-ce que sur les prix, ça fluctue énormément d'une marque à l'autre, avec qui on travaille, sur qui c'est qui est intéressé par ça, sur la vision du public aussi, parce que la vision du public n'était pas la même au départ sur les partenariats. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu super accepté d'avoir un partenariat à la fin de la vidéo. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer, que ce soit de la part des marques, de la part du public et de la part des créateurs? On a été dans une grosse période de croissance des prix, mais de croissance du nombre de vues, du nombre d'abonnés, parce qu'il y a eu le Covid et que vous avez tous aussi bénéficié du fait que les gens étaient plus chez eux, consommaient plus. Donc on sort un peu de cette période un peu d'euphorie. J'ai lu dernièrement là, qu'en 2023, les investissements sur Internet allaient encore augmenter. Donc je pense qu'on a encore de belles années devant nous. Mais que tout le monde monte en expertise. Donc on va vers une structuration de plus en plus forte du métier, et tant mieux. Donc il y a une expertise du côté des marques qui est en train d'arriver. Je vois beaucoup plus de marques qui ont leurs propres équipes en interne, ce qui était nouveau, qui font plus de tiers en agence. Les agences aussi sont montées en compétences. Alors là, il va falloir que tu expliques ce que c'est les agences. Ouais, les agences, ce sont des agences de marque ou d'influence. Donc elles vont gérer le budget de communication, de marketing d'influence des marques. Donc la marque va, je vais dire n'importe quoi, mais la marque a 100 000 € à dépenser pendant l'année. Elle va pas le gérer elle-même, elle va donner à quelqu'un le choix de dépenser cet argent autour de thématiques pendant toute l'année. Et cette agence va venir voir les agences de talent en disant, chez toi, je prends un tel et un tel, chez l'autre, je prends un tel et un tel, et chez l'agence C, et j'ai ma campagne sur l'année. Ouais, donc les agences, c'est les agents de marque. Tandis que toi, tu es une agence de personnes. C'est ça. Ouais. Et pour simplifier tout ça, il y a des agences de personnes qui sont aussi agences de marque, ou des agences de marque qui sont aussi agences de talent. Ce contre quoi je me bats beaucoup, parce que j'estime que tu peux pas défendre tout le monde, mais il y a des questions de rentabilité aussi. C'est plus rentable aujourd'hui de faire les deux. C'est plus compliqué de trouver un modèle économique en tout cas quand on est dans la transparence, l'éthique aussi que j'ai, c'est-à-dire que je vous survends pas, vous savez à combien je vous vends, donc je fais pas de surmarge en fait, parce qu'il y a toute une opacité et tout un trafic de marge dans ce secteur. Il y a plein de gens qui viennent manger sur ce gâteau et à la fin vous êtes souvent les moins bien rémunérés, alors que c'est vous qui avez la valeur, qui avez la communauté en fait. Donc c'est aussi quelque chose contre lequel je me bats, de limiter les intermédiaires et de garder les gens qui sont pertinents. C'est-à-dire, je comprends très bien qu'une marque ait parfois besoin d'une agence pour gérer les choses. Maintenant, il y a plein de grosses marques avec qui je travaille en direct parce qu'elles ont leurs équipes d'influence et ça permet d'aller plus vite aussi. Nous, on a fait le choix le mot influence, il est partout. Oui, bien sûr. Parce que c'est le vocabulaire de ces secteurs et après, je pourrais dire l'économie créative en français, parce que c'est la créateur économie, l'économie créative. Mais on parle de marketing d'influence. Et je pense que plus tu vas parler côté marque, plus on va parler d'influence, puisque la marque, elle est là pour... et plus je vais être côté créateur, créatrice, plus je vais utiliser ce terme-là. Je me dois d'être bilingue. Donc, on en était sur comment va évoluer le marché. Ouais. Donc, de la part des marques, question, tu disais... C'est pas la première à me la poser. Ouais. Et je me suis mis une petite note de il faut que je trouve une réponse à ça pour paraître intelligente. Mais moi, j'ai déjà une partie de réponse parce qu'on a eu ça avant-hier, où tu m'as dit, avec telle marque, à partir de maintenant, ils acceptent plus que tu fasses une intégration en fin de vidéo. Il faudra que tu fasses l'intégration en début de vidéo. Oui. Et puis, juste moi, j'ai statué, je travaillerai plus jamais avec cette marque. Oui. Jusqu'à ce que je change d'avis ou il change d'avis. Ouais. Parce que selon moi, non seulement j'ai pas envie de le faire, mais aussi je pense que le public est pas prêt à avoir ça, parce que c'est quelque chose qui est très courant dans le marché américain, qui l'est pas encore dans le marché français. Il est sur le marché français, mais pas sur la vulgarisation, mais sur le divertissement. Sur la vulgarisation, je regarde le marché de la vulgarisation.
Et donc, pour moi, ça fait partie des évolutions de vers où s'en va le marché. Ça va Ouais. vers quelque chose qui ressemble aux États-Unis. Bien sûr. Donc, on voit assez vite. En vrai, le marché, il grossit. Le métier de créateur et de créatrice commence à être plus commun, plus acquis, plus compris. Vos communautés grossissent, donc vous avez une puissance qui grossit, donc les moyens de faire plus de choses. Vous êtes vraiment des médias à part entière pour moi. Peut-être aussi c'est ça, c'est de se dire on va vers un monde où avant on avait 10 stars, aujourd'hui il y en a 50 qui ont chacun une communauté de 500 000 personnes. Quoi. Donc ça fait un peu exploser les bulles, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais on va dans un monde de multistars aussi comme ça. Parce que c'est fou l'emballement aujourd'hui qu'un créateur va provoquer dans la rue. Voilà, il va y avoir 3-4 personnes et les autres à côté, personne ne le connaît. Quoi. Là où un grand footballeur, un grand animateur, c'était très unanime, quoi, générationnel. Là, ça va être vraiment lié à des groupes de communauté, des bulles de communauté. Ouais. Et est-ce que, parce que évidemment, donc c'est le thème là, puisque c'est ton métier, mais moi, ma grande problématique à chaque fois, c'est je ne veux pas devenir un panneau publicitaire ambulant. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en considération, toi, dans ton métier, ou finalement, c'est juste chaque personne a son... Non, pour moi, c'est essentiel parce que, et c'est peut-être aussi une différence avec, je pense, les influenceurs qui ont été critiqués, c'est parce qu'ils n'ont fait plus que ça. Et donc... ils ont un taux de rétention qui n'était pas très bon. Moi, je veille beaucoup à ça, à ce que vous n'enchaîniez pas les choses, à laisser respirer. Donc, de ne pas saturer, en fait, de ne pas saturer votre espace publicitaire. Mais finalement, on n'a rien inventé. Hein. YouTube le fait déjà sur les pré-rolls et les post-rolls. Ils ne t'en poussent pas tout le temps pour que tu restes sur la plateforme parce que sinon, la plateforme, elle devient désagréable. Mais en fait, à ton échelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu fais 3 stories sponsorisées par jour, les gens ne vont plus te regarder. Alors que si tu en fais une par semaine ou une toutes les 2 semaines, ça passe mieux, tu vois. Donc, c'est aussi la limite de mon business. C'est-à-dire que chaque créateur a un espace publicitaire disponible. Donc, je sais que je dis n'importe quoi, mais sur toi, j'ai 14 espaces par an, bah, j'en aurai jamais plus, tu vois. Donc, sur mon modèle économique à moi, il faut que je veille à avoir suffisamment d'espace publicitaire en cumulé pour qu'on puisse vivre. Mais oui, pour moi, c'est l'un des trucs. C'est-à-dire qu'on va toujours se battre avec les marques pour espacer les choses. Ça nous arrive souvent de refuser des campagnes parce qu'ils exigent que ce soit à telle ou telle période. Et on va leur dire, bah non, désolé, on a déjà trop de campagnes. On travaille plutôt avec des créateurs qui ont beaucoup de demandes et qui sont plutôt saturés de demandes. Et donc, ce que je dis aussi, c'est que notre travail consiste dans 90% des cas à dire non. Justement, là, tu parlais d'avoir assez de créateurs. Tu as un agent, en général, c'est combien de créateurs ? Alors, ça va dépendre de la taille des créateurs parce que chaque créateur est là. Alors, il y a la taille, mais il n'y a pas que la taille. Il y a le rythme de production parce qu'un créateur peut être plus petit. J'ai des créateurs qui vont être à 50% de ton nombre d'abonnés, par exemple, mais qui produisent toutes les semaines. Du coup, ça demande plus de boulot. Plus de travail. Aujourd'hui, moi, j'ai évalué, mais parce que mes agents ont une technologie qui leur permet de suivre tout, de générer automatiquement les contrats, les factures, le paiement, etc. Donc, il va libérer, je pense, 30 ou 40% du temps. On est entre 10 et 15. Par personne, par agent. Ouais. Pour que ça soit humainement agréable. C'est-à-dire, je pars du principe qu'ils ont un rythme de vie agréable, qu'ils ne travaillent pas les week-ends, que ça ne déborde pas la semaine. La base, voilà. Quoi. La base. Ouais. Non, mais... Ouais. Dans ce monde-là, il faut préciser. C'est ça. C'est que je pense que je pourrais leur en mettre 10 de plus si j'avais pas de... Tu vois, Et puis même pour qu'ils aient le temps d'avoir une relation avec le créateur, la créatrice, de pouvoir parler régulièrement. Est-ce que tu penses que c'est important qu'il y ait un fit entre l'agent et le créateur, que les 2 personnes s'entendent bien au-delà de juste voici le contrat. Oui, je pense. Ouais. Je pense parce qu'en fait, vous connaître et avoir un fit, ça permet de mieux choisir, de mieux vous comprendre et d'aller plus vite aussi. C'est qu'il y a parfois des choses où j'ai pas besoin de te consulter ou pas besoin de consulter les autres parce que je sais. Et parce qu'on sait parler. Donc, il doit y avoir un respect mutuel. Ouais, tout à fait. Ce qui est d'ailleurs, je pense, une des choses les plus importantes pour moi de travailler avec toi, c'est pas tant que tu gères les contrats, c'est que je t'ai dit c'était quoi mes limites éthiques, et les valeurs que j'avais, puis mes limites éthiques, et tu me proposes même pas les choses qui rentrent pas dans ce cadre-là, alors que quand c'était moi qui recevais les mails, chaque fois j'étais en remise en question de bon, mais c'est-à-dire que là ce contrat-là je l'ai là, demain je sais pas s'il y en a. Et toi tu vois le marché, tu connais mes limites et tu es capable d'avoir ce jugement-là. C'est ça. Tout en discutant aussi parfois. Parce qu'il y a aussi parfois où je sais que ça risque d'être non, mais tu me demandes quand même. Je demande juste...
Parce que aussi, moi, je suis en permanence en apprentissage. Parce que déjà, les choses évoluent. C'est-à-dire un truc qu'on a dit, donc on disait non. Mais c'est aussi régulièrement, des fois, il y a des choses qui arrivent. Je sais que ça ne va pas se faire, mais j'ai envie de comprendre pourquoi. Et comme ça, moi, j'emmagasine le raisonnement et donc je peux le comprendre pour d'autres choses. Dans la 90% des cas, on essaie de vous demander avant de vous proposer à des marques. Parfois, ça va trop vite et les marques arrivent et je le fais un peu feeling et je dis c'est sous réserve de validation du profil et on va pousser vos profils. Et ça, aujourd'hui, moi, ça va être mon principal métier, vu qu'on grossit et qu'on se structure et que donc aujourd'hui, j'ai des agents qui travaillent avec moi. Moi, je rencontre chaque profil qui rentre chez nous et en rencontrant la personne, je me dis ok, je vais la mettre avec tel ou tel parce que je sais qu'humainement, ça va fitter, ils ont des centres d'intérêt en commun, ou parce que dans sa team, il a déjà tel créateur. Moi, j'essaie aussi de créer des teams, tu vois, de sujets, parce que pour faciliter le travail de mes agents, mais si j'ai quelqu'un sur le bricolage, si je prends quelqu'un d'autre à peu près dans le même secteur, je vais les mettre ensemble, ça va aller plus vite parce que ça va être le même type d'annonceur. J'avais posé la question sur Instagram, j'avais dit est-ce que vous avez des questions pour mon agente? J'ai cherché pendant 24 heures une vanne à faire et t'as pas trouvé? Je ne l'ai pas trouvée. J'ai oublié aussi de continuer à chercher. Et donc dans les questions qui sont revenues, et je pense que je suis hyper curieuse. C'est d'autres personnes qui se posent la question, à partir de quand est-ce qu'on a besoin d'un agent? On me pose souvent cette question. Ouais. À partir du moment où ça vous prend trop de temps. Alors, je presse aussi pour ma part, c'est que je me suis malheureusement rendu compte que des profils d'un certain niveau sont compliqués à amortir pour moi parce que ce que je dis toujours, un deal à 2 000 € ou un deal à 20 000 €, ça prend à peu près le même temps et on n'est pas à l'abri que celui à 2 000 € soit plus compliqué parce que la marque, ça devient une grosse somme pour elle, 2 000 €, alors que quand quelqu'un peut lâcher 20 000 €, c'est que souvent, c'est pas une grosse somme pour eux. On parle de montants qui peuvent être très impressionnants, mais parfois, l'OP à 2 000 €, c'est avec du coup une marque pour qui c'est beaucoup d'argent, donc ça devient très stressant, ils vont vouloir survalider. Donc moi, en tant qu'agent, je me suis aussi rendu compte que les petites communautés, c'était compliqué pour nous à amortir, dans une logique de j'ai des salariés à payer. Donc j'ai envie de dire, à ce stade-là, vous n'en avez pas besoin. Au stade de 2000, tu veux dire? Oui, de 2000, ou en tout cas, alors peut-être que je pourrais donner des chiffres, tu vois, de moins de 50 000 abonnés, voire même 100 000 abonnés sur YouTube, après sur chaque plateforme. On peut parler d'abonnés? Parce que s'il y a quelque chose qu'on voit, j'allais dire, c'est le nombre de vues qui va compter. Mais je dirais qu'en dessous de 50 000 vues, je suis pas sûre que vous ayez besoin d'un agent. Mais je dis aussi qu'à ce début de carrière, quand tu commences, ton agent, il va quand même te prendre 20-30% de tes revenus selon les gens. Et à ce stade-là, c'est beaucoup d'argent. Et donc, c'est un frein à ton développement parce que tu ne vas pas réinvestir cet argent dans ta prod. Quand tu commences à faire des grosses sommes, d'aller dédier 20% de tes revenus à quelqu'un qui va t'enlever toute cette charge mentale, c'est une évidence. Donc, je pense qu'il faut le faire le maximum de temps où tu peux, toi, gérer les choses en termes d'espace disponible de cerveau. Et il faut aussi aller voir quelqu'un quand tu commences à avoir beaucoup de demandes, en fait. Parce que quand tu commences à avoir beaucoup de demandes, c'est que tu es identifié et que donc tu es en train de grossir et qu'il y a du volume et que ça devient aussi intéressant pour l'argent. Parce qu'il y a être intéressant pour le créateur et puis il y a être intéressant pour l'argent. Après, j'entends aussi, ce qui est toute ma problématique, moi, peut-être un peu éthique, mais de se dire, ok, mais en fait, c'est ces créateurs-là qui ont besoin d'argent, donc ils auraient besoin qu'on leur apporte des OP. Mais comme ils sont petits, les OP, elles sont pas très importantes, donc c'est pas très rentable pour moi, mais en même temps, ils ont besoin de moi. Donc moi, j'ai tranché de manière très, très simple, qui est que j'ai une team de petits créateurs qui vont représenter X% de mes profils. Et voilà, j'ai ceux-là, j'ai mis mon temps sur eux, je fais un pari qu'ils vont grossir, mais je peux pas en prendre plus. Il y a aussi, est-ce que c'est pas une bonne chose finalement que il y a les créateurs qui arrivent avec un agent, ils aient déjà au moins négocié 1 ou 2 contrats. Ils ont déjà fait un petit peu leur expérience. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'avais jamais pensé à ça. Parce que ça aurait été 1000 fois différent si j'avais fait mon premier contrat avec toi. Tu as raison. Parce que tu vois, j'ai eu des cas de gens qui n'avaient jamais rien négocié et qui ne se rendent pas compte de la difficulté, de la maltraitance parfois qu'on subit. Et c'est vrai que j'ai vachement plus peut-être de bienveillance ou de compréhension de la part d'un créateur qui a déjà subi ça, entre guillemets, parce que ça reste parfois un métier pas très facile. Et là, tu vois, effectivement, je pense à plein de profils comme toi qu'on a récupérés alors que vous étiez déjà bien installés, bien structurés, avec qui ça a un vrai plaisir, mais parce que vous comprenez très vite les enjeux, ce qui est faisable et pas faisable, en fait. Vous n'allez pas nous demander des choses qui ne sont pas faisables, donc en fait, on va plus vite. Ouais, on s'est déjà éduqué. Effectivement, quoi. Ouais.
Donc, tu as raison, c'est peut-être aussi pas mal d'aller se confronter un peu au truc pour comprendre. Mais je une ou deux fois. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, je prêche vachement, et c'est ce que j'avais fait au Frames, et tout le monde m'avait dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais Frames, qui est un festival de vidéastes. de former les créateurs et les créatrices, tu vois. Moi, j'ai pas peur de ces jeunes, alors pas en termes d'âge, mais de ces petits créateurs, de leur donner les armes pour qu'ils se défendent, parce que je pense que c'est important qu'ils comprennent ça. Et en fait, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que si un petit créateur se vend mal, la marque, elle prend cette habitude, et même avec les gros, elle va mal les... Donc, c'est dans mon intérêt. Et puis, je me dis aussi que, en fait, pour moi, l'agent, c'est pas que gagner plus d'argent, c'est aussi te débarrasser de cette charge mentale, en fait. Ah oui, pour moi, vraiment, le point premier, c'est la charge mentale. C'est que tu as un seul interlocuteur, en fait. Ouais. Donc, tu vois, on voit tout d'un coup, et les 60 mails qui passent, tu les vois pas. Il y a ça, et j'espère demain pouvoir dire, c'est aussi la force de ma structure qui va ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir d'habitude. Je vais finir avec 2 questions que j'ai eues sur Instagram, où en fait les gens étaient curieux de savoir comment est-ce que tu es devenue agente et comment on s'est mis à travailler ensemble. Comment je suis devenue agente? En fait, parce que j'ai eu ma propre chaîne YouTube pendant quelques années. Et donc, qui s'appelait Miss Book, de critique littéraire. Et du coup, j'ai commencé par défendre mes propres intérêts, enfin, à négocier des partenariats. Puis, j'ai négocié les partenariats de quelques potes youtubeurs. Après, j'ai bossé pour une boîte de production télé où j'ai lancé des chaînes YouTube. Et donc, là aussi, je suis allée chercher des partenaires. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est le métier que je suis en train de faire, en fait. Ça s'est un peu imposé à moi, quoi. Par hasard, par la vie. Par la vie, ok. Et comment est-ce qu'on s'est mis à travailler ensemble? C'était via Cyrus, je pense. Ouais, ce que j'allais te demander. Donc, l'un des créateurs avec qui je commençais à bosser dès le début, où d'abord on est devenus amis parce qu'on s'est rencontrés en tant que youtubeur et youtubeuse à une soirée YouTube, je crois, au YouTube Space à l'époque avec Cyrus. Donc, on est d'abord devenus amis. Pendant plusieurs années, on a été amis d'abord. Donc Cyrus North, qui a la chaîne Cyrus North. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé à le représenter, lui et Toupette, qui est une chaîne sur les animaux de compagnie. Et en fait, pendant longtemps, Cyrus me demandait, me disait, est-ce que je peux donner ton nom aux gens? Et comme j'étais indépendante, j'avais déjà 4 profils, et je lui disais de pas trop donner mon nom parce que je pouvais pas prendre d'autres gens. Et puis moi, je faisais d'autres choses à côté, en fait. Et puis quand j'ai décidé de monter ma structure et de vraiment le officialiser, j'ai dit à Cyrus, vas-y, c'est bon, je suis prête à prendre d'autres profils. Et je lui ai dit que je recherchais des filles dans la vulga. Et donc, lui, il connaissait déjà vachement ce secteur-là. Donc, il m'a présenté Manon de C'est une autre histoire. Et toi? Donc, Manon numéro 5 et moi numéro 6 dans ton agence, je crois que ça, c'est... Quelque chose comme ça? Ouais, même... Manon, elle était un mois avant moi, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, j'ai pas regardé l'ordre de Manon. Manon et toi, vous êtes arrivés très tôt. Ouais. Oui, parce que c'est Cyrus qui a passé, mon contact. Et puis, après, je me suis renseignée auprès de Manon, parce que ça, agente, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et puis, Manon a été... dithyrambique. J'avoue, ça a été ma meilleure agente, Manon. C'est clair. Manon, agente d'agente, très clairement. Et puis, alors maintenant, ça y est, tu vois, j'assume, je sais ce que c'est mon métier, et je l'assume, alors que je suis peut-être un peu en train de le quitter, parce que je pense que je suis surtout en train de devenir chef d'entreprise, mais j'ai mis vachement de temps à assumer, parce que c'est pas un métier que j'ai appris à l'école, et c'est un métier que j'ai appris de personne. Donc, j'ai encore parfois des gros syndromes, peut-être d'imposteur, mais de crise existentielle, de dire, enfin, pas de crise existentielle, mais de dire, est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je vends assez cher? Est-ce que je vends trop cher? J'ai quand même parfois des gros moments d'interrogation parce que j'ai pas eu cette légitimité, tu as ce truc de, tu l'as appris à l'école où on te l'a bien dit. Aujourd'hui, je pense, tu vois, là, ça fait 1 an et demi que ma structure existe, donc les 500 partenariats, tu vois, il y a un moment, je commence à avoir la crédibilité, mais j'ai encore ce truc des fois de me dire, attends, tu vois. Mais après, ça n'existe pas une école d'agent? Bah non, je pense pas. Ouais, c'est un métier qui s'apprend comme ça, quoi. Ouais, et encore aujourd'hui, tu vois, là, j'ai un stagiaire, donc il apprend le métier avec nous. Je me dis, c'est trop bien, moi, j'aurais aimé faire un stage, tu vois, mais à l'époque, il n'y en avait pas, quoi. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Sachant qu'à l'époque, c'était il y a 1 an et demi. Oui, c'est ça. Donc, oui, non, en vrai, tu vois, ce métier, en vrai, ça fait 3 ans, 4 ans que je le fais, en fait. Ouais. Pour Tanguy, pour moi. Mais ta structure... Ma structure existe depuis 1 an et demi, mais bon, en Indé,
Ça faisait bien 3 ans. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le commenter, le partager et le noter sur la plateforme de votre choix. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'animation scientifique auprès des enfants à l'école. À la prochaine.